Chères auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue, bonsoir, bonjour, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce nouveau podcast, Golasso Scout, un des différents thématiques de nos podcasts que vous connaissez désormais, qui aujourd'hui va être un peu spécial. C'est vrai qu'on a fait déjà des podcasts un peu plus généraux sur les talents de la Ligue Noche, généralement aussi des talents un peu individuels qui ont commencé un peu à se montrer en équipe première. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un podcast que vous avez demandé. On a eu certaines demandes pour connaître un peu mieux les différents centres de formation au Portugal, mais d'un point de vue des différents joueurs qu'on ne peut pas encore vraiment totalement parler, puisqu'ils sont encore parfois assez jeunes et n'ont pas notamment joué en équipe première. Et donc voilà, on voulait faire un petit compte. Pas un compte rendu, mais une petite revue d'effectifs des différents centres de formation, enfin des différentes générations. Et le but de ce podcast sera donc d'élire un joueur du centre de formation du Sporting pour ce podcast aujourd'hui, par génération, entre la génération 2001 jusqu'à la 2005, pour donner une idée des différents talents donc aujourd'hui d'Alcochette. Et pour m'accompagner, qui de mieux que Alex. Alex, comment tu vas? Ça va très bien, très bien. Et toi, Mathieu? Bonsoir à tous. Bonsoir, bonjour. Hein. Bonjour. On est en plein podcast. Donc, on va commencer, Alex, sur ce podcast. Donc, comme j'ai dit, on va commencer par la génération 2001 du Sporting, une génération qui, pas que au Portugal, mais quand même déjà dans le monde entier, commence à un petit peu à se faire remarquer, qu'il y a pas mal de joueurs qui arrivent déjà en pro. Il y en a notamment un du côté du Sporting qui sera peut-être élu par nous pour être le joueur à suivre dans cette génération. Je vais te laisser commencer. Qui, pour toi, est entre guillemets, le plus grand talent du Sporting né en 2001? Alors, le plus grand talent du Sporting né en 2001, malheureusement, il n'est plus au Sporting. Pour moi, c'était Thierry Correa, n'importe quoi. Félix Correa. Félix Correa qui est parti du côté de Manchester City et ensuite aujourd'hui il joue avec l'équipe B de la Juventus. C'était pour moi le meilleur talent de cette génération-là. Il est parti, donc maintenant pour moi c'est évidemment Gonzalo Inacio qui du coup il montre toutes ses qualités cette année avec l'équipe de Ruben Amorim. C'était déjà un joueur qui était excellent avec les U19 la saison dernière. C'était l'un des meilleurs. Il avait fait une grosse saison. Est-ce qu'on pouvait penser qu'il serait directement titulaire l'année suivante en pro? Peut-être pas, mais on pouvait s'imaginer que dans quelques années il allait s'imposer au Sporting parce qu'il il est vraiment hyper complet, quoi. C'est un joueur, je lui vois très peu de défauts. Il est bon défensivement, toutes ses aptitudes défensives sont très bonnes, c'est-à-dire qu'il gère très bien la profondeur, il est solide, ses épaules sont toujours bien orientées, il fait très peu d'erreurs de placement, il est rapide et surtout il est excellent à la relance. Le jeu de tête c'est très correct aussi, enfin voilà, j'arrive pas à lui trouver un défaut, vraiment. C'est Mathieu, peut-être que tu réussiras à en trouver un, moi je n'y arrive pas. Donc c'est vraiment un joueur excellent. L'année prochaine il risque d'être encore titulaire au Sporting. Et s'il est titulaire au Sporting, il sera forcément un candidat pour être appelé en sélection. Donc je pense que l'année prochaine, ça sera vraiment un joueur qui devra être appelé en sélection parce que voilà, 19 ans et ce qu'il réalise, c'est très fort. Je suis d'accord avec toi sur le côté que, il est un peu bon partout sans être, c'est vrai que les années précédentes, je le voyais pas aussi bon avec ballon. Là, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui avec ballon depuis qu'il est arrivé au Sporting. Après, c'est peut-être aussi le contexte qui fait que voilà, en professionnel, parfois on arrive à se surpasser. Voilà, c'est un peu, je fais le parallèle avec Carmo par exemple, qui avec ballon montrait pas autant de choses en jeune qu'il le montre aujourd'hui en professionnel. Donc je suis d'accord avec toi. C'est aussi un talent qui je trouve a été. C'est vrai que tu as raison, en 2001 ça a souvent été Félix Correa quand il était là, et c'est vrai qu'on voyait peut-être pas Ignacio comme le plus grand talent du Sporting en 2001. Félix Correa était vraiment en termes offensifs, c'est vrai que c'est un défenseur, mais en termes offensifs c'était vraiment quelque chose, et donc c'était limite un peu au-dessus si on devait faire un classement. Il est plus là. Gonzalo Ignacio, en tout cas en pro, lui est déjà en pro comparé à Félix Correa, et il montre de très belles choses du côté du Sporting. C'était un petit peu évident de le mettre premier, enfin de le nommer, parce que y a pas non plus, c'est pas une génération extraordinaire en termes de quantité du côté du Sporting. Ça c'est un peu vu aussi l'année dernière
en U19, que ça n'a pas été une saison, même si ça a été un peu arrêté en cours de route, ça n'a pas été une saison extraordinaire du côté du 19, du côté du Sporting. Donc c'était assez logique, et en plus, par rapport aussi à ses dernières performances du côté du Sporting en équipe première. Il y a eu Eduardo Quaresma au début, on va peut-être en parler juste après, et lui a peut-être été un peu éclipsé à un moment parce qu'il est aussi gaucher comme Quaresma, mais aujourd'hui c'est lui qui a la place, et c'est vrai que sur le dernier match qu'on a vu face à Guimarães, on en a parlé un peu hier, Alex, après notre dernier live 91 hier, c'est vrai qu'en placé central, Quaresma est droitier, je suis bête, fatigué. Pardon, c'est vrai qu'ils sont complémentaires. Mais c'est vrai que Gonzalo Ignacio a joué à droite en étant gaucher. Là, il a joué dans l'axe, dans la défense à 3, au milieu. Et c'est vrai qu'on a vu encore de meilleures choses. Donc très très intéressant pour le Sporting et aussi pour la sélection qui commence on espère, avoir un peu plus de talent à ce poste-là, qui doivent émerger, en tout cas, plus qu'émerger, mais doivent se montrer au niveau. Donc on est d'accord pour les 2001, Alex. Est-ce que tu as un autre joueur à mettre en valeur dans cette génération? Je dis tout à l'heure qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a un joueur que j'aime beaucoup, moi, que c'est l'actuel arrière-droit des U23, Everton Santos, qui fait aussi partie de cette génération 2001. C'est un bon petit arrière-droit, je trouve, qui a pas mal de qualité, qui a beaucoup progressé depuis qu'il est sur ces dernières saisons. Déjà en U19 l'année dernière, j'ai trouvé très intéressant, U23 encore plus cette année. Il a fait ses débuts en équipe B, il me semble, la semaine dernière. C'est un des joueurs de côté de la génération 2001 que je trouve assez intéressant, assez moderne, vraiment capable de combiner, très bon techniquement, capable de surpasser un pressing, capable d'être déborder dans son couloir, de revenir à l'intérieur. Je trouve que c'est un joueur qui progresse beaucoup, qui a la double nationalité brésilienne et portugaise, peut-être pour ça qu'il n'a pas été souvent plus en sélection, mais en tout cas c'est vrai que pour moi je trouve que ça fait pas si longtemps que ça au final qui montre des choses d'un niveau de sélection de jeunes, et c'est plutôt intéressant du côté du Sporting, et de le voir déjà en équipe B la semaine dernière. Je trouvais ça intéressant, malgré la saison un peu moyenne entre guillemets des U23 du Sporting, qui ne s'est pas qualifié pour la seconde phase en championnat U23. Moi, si je devais mettre un joueur en avant, ce serait du coup Jenny Katamo, qui est vraiment bon. Il jouait souvent avec l'équipe B cette saison. C'est déjà un joueur qui joue déjà avec l'équipe A de la Mozambique. Bon, c'est pas forcément compliqué, mais à 19 ans, 20 ans, c'est toujours intéressant. C'est un joueur qui était proche de l'équipe première à un moment. Il a un peu disparu des radars cette saison, mais c'est un joueur que je trouve vraiment talentueux. C'était l'un des meilleurs joueurs la saison dernière de son équipe. Voilà, c'est un petit ailier vivant le temps que j'aime beaucoup voir jouer. Donc voilà, c'est pas le crack de cette génération, mais c'est un joueur à suivre. Je pense que l'année prochaine, il peut faire encore une grosse saison en B, pourquoi pas apparaître quelquefois en équipe A du Sporting. On a fini sur la génération 2001, Alex, et transition sur la génération 2002, une génération en termes de quantité est plus importante que la 2001, en termes de qualité aussi. On en a souvent parlé, il y a déjà 2 podcasts, si je ne me trompe pas, sur des joueurs de cette génération, mais des Golasso Scouts juste sur eux, c'est dire leur niveau. C'est Thiago Thomas, comme vous voyez à l'écran, et Nuno Mendes. Donc ils sont déjà en équipe A. Il y en a un qui a fait ses débuts en sélection hier, Nuno Mendes, 2002, 18 ans. Premier joueur de la génération 2000. Enfin, c'est vrai qu'il y a un 2002 qui est déjà en sélection et pas de 2001. C'est dire la précocité du garçon. Il y a un petit débat parce que là il y a des bons joueurs, il y a aussi entre guillemets certains joueurs, même qu'on a parlé de talent générationnel, mais plus qu'au niveau du Sporting, plus qu'au niveau du Portugal. J'en pense notamment à Eduardo Quaresma, qui a un peu disparu des radars ces dernières semaines, qui joue un peu en équipe B. Je vais commencer par toi, Alex. Qui est pour toi le talent qu'il faut mettre en valeur, et qui, malgré, pas malgré, mais entre tous ces talents de la génération de 2002 à foison du côté du Sporting? Moi, mon talent générationnel, le crack générationnel, et ça, je pense que c'est un truc qu'on le répète depuis plusieurs années, c'est Nuno Mendes. Nuno Mendes, et c'est pas parce qu'il est titulaire aujourd'hui au Sporting et en sélection que je lis. C'est un joueur qui, ça fait plusieurs années où voilà, c'était vraiment un pur talent. Il a eu sa blessure, on le répète, un ligament, il a réussi à se relever de tout ça. Et c'est vraiment, voilà, je ne vais pas répéter les qualités du joueur, on le connaît tous maintenant depuis qu'il a apparu dans le monde du football. C'est un joueur extraordinaire, avec des défauts. On l'a encore vu un peu hier, un peu de mal à défendre dans une défense à 4. C'est vraiment là son atout de progression. Défensivement, savoir défendre dans une défense à 4. Mais tout le reste, c'est à 18 ans, c'est incroyable. Ses appuis, sa qualité de centre qui est extraordinaire. On l'a vu aussi hier.
sa qualité de passe, voilà, c'est un joueur, c'est pour moi le crack générationnel de cette génération. Il y en a peut-être un autre avec Eduardo Quaresma, peut-être que Mathieu en parlera. Mais pour moi, si je dois en sortir un seul, c'est Nuno Mendes. Ouais, donc il faut en ressortir un. On va ressortir Nuno Mendes parce que bon, il a fait ses débuts en sélection et on a dit qu'on en choisirait qu'un seul. Mais bien sûr, je trouve qu'il faut aussi mettre en valeur, on peut aussi mettre en valeur Thiago Thomas, même si c'est vrai qu'en termes de talent, en talent individuel à son poste, j'ai toujours trouvé que c'était un peu en dessous d'un Nuno Mendes ou d'un Eduardo Quaresma. Mais c'est vrai qu'en termes de cerveau. C'est plus une pépite en fait, Thiago Thomas. C'est plus une voilà. mec. Vas-y, Alex. Non, j'ai dit en fait, c'est plus. Quand on parle de crack générationnel, je pense qu'il faut bien définir la chose. C'est en quelque sorte le joueur qui est le meilleur à son poste dans sa catégorie d'âge, en fait, à peu près dans ses. Par exemple, 2002, 2003, 2001, enfin voilà. Et Nuno Mendes, je pense qu'en tant qu'arrière gauche, il n'y a pas meilleur beaucoup de lui dans le monde. Alors que Thiago Thomas, il peut y avoir débat. C'est pour ça que pour moi, crack générationnel, voilà, c'est Nuno Mendes et Thiago Thomas, ça peut être une pépite. Après, attention, dans 1 ou 2 ans, ça peut être totalement l'inverse. Thiago Thomas peut devenir un crack de malade, être le meilleur à son poste dans quelques années. Ouais, et parce que si on prend certaines générations on peut prendre certaines générations et des joueurs qui 2-3 ans en arrière, on les voyait pas du tout à ce niveau et qui au final 2-3 ans après se retrouvent à être les meilleurs, parmi les meilleurs dans leur catégorie d'âge. Donc comme je disais, Thiago Thomas qui m'impressionne par beaucoup de choses depuis qu'il est au Sporting et par des choses qui sont entre guillemets un peu qu'on a un peu pas de mal à voir, mais voilà, c'est quand même un joueur qui est très fort sans ballon. On en a parlé dans notre podcast. C'est quelqu'un qui c'est un joueur vraiment intelligent, un attaquant intelligent, et donc c'est sur ces qualités-là qu'il est plus fort et qui sont tout aussi importantes. Et donc il fallait le répéter. Et donc on vous renvoie à nos différents podcasts, on les mettra en description sur Nuno Mendes, sur Thiago Thomas. Et voilà, Eduardo Quaresma, on n'en a pas encore. On devait faire un podcast, il me semble, quand il a commencé à un peu arriver au Sporting. On l'a pas fait finalement, parce qu'on n'a peut-être pas eu aussi tort que ça. Comme ça, on attendait encore un peu, savoir comment il va réapparaître dans cette équipe. Ça devrait pas non plus trop tarder. En tout cas, Amorim a l'air d'être exigeant avec lui, tout simplement. Mais depuis qu'il est en jeune, et ce qu'il a montré en équipe première en fin de saison dernière, lors de ses 10 dernières journées avec le Sporting, lors des débuts de Ruben Amorim à la tête du Sporting, ça reste, on voit quand même un joueur qui est intéressant. Il a eu des problèmes entre guillemets de santé, il a eu le Covid, il a eu des blessures, donc en début de saison, ça n'a pas aidé son introduction à cette saison 2020-2021, mais ça reste un joueur qui impressionne par le fait d'être si complet depuis qu'il est chez les jeunes, de transpirer un peu cette assurance, que ça soit avec et sans ballon. Et voilà, il a tout de l'archétype du profil du défenseur très très moderne et en tout cas très très complet dans les années à venir. Maintenant, il va falloir confirmer, ça c'est une certitude. Je vois pas beaucoup ces matchs en B cette saison pour le fait qu'il y a trop de clubs en équipe en troisième division. On l'a souvent répété, Alex, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, on va mettre Nuno Mendes parce que en termes il est en sélection aujourd'hui, on a dit qu'on en mettrait qu'un seul, mais c'est dur aussi, je trouve, de les partager par rapport à Eduardo Quaresma, qui est loin d'être en défaillance totale à son âge, qui est dans un processus un peu dans son processus tout simplement, et qui depuis qu'il l'a montre aussi des belles choses, et en jeune sacrément fort. Il faut le rappeler. Alex, est-ce que il y a beaucoup de joueurs dans cette génération 2002. Est-ce que tu en as un ou deux à mettre encore en valeur qui sont ces fameuses pépites? Il y a des joueurs quand même, malgré ces trois, après ces trois-là, il y en a quand même d'autres qui sont intéressants et qui sont encore en équipe B ou en U23 cette saison. Alors pour résumer la chose, en crack générationnel, on se départage un peu entre Nuno Mendes et Eduardo Quaresma. En pure pépite, on a Thiago Thomas. Et ensuite, moi je voudrais rajouter un autre joueur que j'adore, c'est Thiago Ferreira. Thiago Ferreira, génération 2002 encore une fois. Meilleur joueur de la génération de l'équipe U19 la saison dernière, clairement. Je pense que c'était peut-être même l'un des meilleurs du centre de formation tout court du Sporting de la saison dernière. Quel joueur, cette année il est encore très bon en U23. Il a été appelé aussi là pour la première fois avec la B. Voilà, c'est franchement un tout petit gaucher, à peu près pas le même style que Chico Conceição, parce que Chico Conceição est peut-être encore un peu plus explosif. Mais Thiago Ferreira, voilà, c'est un gaucher vraiment une merveille à avoir joué. Il peut jouer relayeur gauche, droit, il peut jouer ailier gauche, ailier droit. Voilà, c'est technique, c'est vif, c'est bon dans la dernière passe. C'est vraiment un super joueur. Et j'espère que l'année prochaine, il pourra faire ses premières apparitions Ouais, je suis d'accord avec toi.
C'est un joueur que j'aime beaucoup aussi, et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il est sûrement l'un des meilleurs joueurs du Sporting la saison dernière dans toutes les équipes de formation confondues. Et il était que 2002, donc il était première année U19 l'année dernière en tant que 2002. Donc énorme saison de Thiago Ferra. Et il y a un joueur que moi j'adore, qui est Jean Daniel, qui a voilà, qui était énorme en U17, depuis qu'il est en U19, c'est pas que c'est mal, mais bon, ça met un peu plus de temps, c'est normal, hein, chaque joueur est différent. Il est en U23 encore cette saison, donc voilà, son processus est un peu plus lent, mais et personnel, et en tout cas depuis qu'il est chez les jeunes, depuis qu'on le suit, Alex, c'est un milieu défensif numéro 6, quand même sacrément intelligent, très fort sous pression, excellent dans la passe, et qui dans toutes les transmissions, que ce soit courte ou longue. Donc voilà, c'est un joueur qui suit son processus, qu'il faudra aussi suivre, qui est un peu plus lent que d'autres, mais bon, c'est pas parce que est-ce que c'est lui qui est lent ou c'est plutôt les autres qui sont extrêmement précoces, comme un Nuno Mendes qui a 18 ans et déjà en sélection. À voir. Nuno Mendes l'année dernière, il y a un an, à peu près jour pour jour, avant que les championnats 19 se terminent, puisque ça fait un an que les U17, U15 et U19 ne jouent plus au Portugal. Il était encore dans le championnat 19 et un an après il est en sélection. Donc c'est vraiment propre à chacun. D'autres petits noms, Alex, pour cette génération de milieu, après on fera un peu plus court parce qu'elle est vraiment complète. Des Bruno Tavares, des Rodrigo Rego, des Diogo Almeida, des joueurs qui ont été aussi intéressants pendant leur période un peu plus jeune, U17, U15, et qui ont là par contre un peu plus de mal. Clairement, voilà, c'est. T'as résumé, c'est les Bruno Tavares qui a plus de mal, les Rodrigo qui au début de saison étaient remplaçants, là du coup il est revenu un peu sur le devant de la scène avec les U23, mais c'est pas mauvais, hein, mais je trouve ça encore un peu trop léger pour le haut niveau. Voilà, t'as résumé la chose. C'est, comme tu dis, c'est un processus normal pour ces jeunes joueurs. Attention, c'est pas parce qu'il y en a qui sont directement mis sur le devant de la scène, comme Nuno Mendes, comme les Thiago Thomas, que les autres sont forcément en retard. Non, chacun progresse à son rythme. Voilà, peut-être que d'ici là, un Nuno Mendes sera peut-être moins bon qu'un, je sais pas, moi, qu'un Rodrigo Rego, voilà, on sait pas. Tout dépend de la progression, s'il n'y a pas de blessure, etc. Chacun a son rythme, mais c'est vrai qu'en ce moment, ils ont un tout petit peu plus de retard parce que les autres sont déjà en pro. Mais eux, voilà, tout dépendra. On verra d'ici 2-3 ans si ces joueurs-là arriveront à maturité et à jouer en équipe première du Sporting. On est OK, Alex, donc pour cette génération 2002 complète qui a fourni la sélection et cette fameuse, l'Euro U17 il y a 2 ans déjà, presque 2 ans, ouais. Donc voilà, une génération qui est un peu pareil, un peu chez tout le monde, enfin, que ce soit Porto, non moins Porto, mais surtout aussi Benfica, qui est aussi intéressante. Voilà, et on y reviendra dès qu'on fera des podcasts pour les différents centres d'information au Portugal. Peut-être qu'on fera aussi un podcast de la même ampleur pour tous les autres clubs hors centre de formation. On verra. On est sur le Sporting aujourd'hui, génération 2003. Alex, je connais déjà qui c'est, ce crack. C'est assez facile, mais on va en parler aussi un petit peu. Il fait aussi partie de ces joueurs qui ont connu le très haut l'année dernière avec ses débuts en équipe première et qui aujourd'hui revient bien, mais n'est qu'en U23. C'est bien sûr, je parle de Joelson Fernandez, donc je vais te laisser t'en parler. Bon, on est d'accord là par contre sur qui choisir en 2003, mais parlons un peu de sa saison et de ce qui s'est passé après ses débuts au Sporting, même s'il a été appelé en équipe première la semaine dernière, et si je ne me trompe pas, il était sur le banc. Il était sur le banc ? Oui, il était sur le banc, c'est ça. Il était sur... Il y a 2-3 fois qu'il a appelé, mais qu'il bouge pas du banc. Voilà, c'est ça. Donc, Alex, je te laisse la parole sur ton protégé, Joelson Fernandez. Ouais, c'est l'un de mes chouchous au niveau jeune au Portugal. C'est un joueur pour qui j'ai eu un coup de foudre la première fois où j'ai vu jouer. C'était je sais plus quand, mais c'était avec la sélection du Portugal dans un tournoi U15. Et vraiment, c'est un joueur pour qui j'ai beaucoup d'estime. L'année dernière, il fait une excellente saison en U23, vraiment une grosse saison U23. Excusez-moi du terme, il faisait pipi sur tous les défenseurs de cette compétition. Il a réussi à jouer avec l'équipe première en fin de saison dernière, en devenant le 3e plus jeune joueur de l'histoire du Sporting à jouer avec ce club-là. Donc voilà, ensuite il y a eu des gros problèmes au niveau de sa prolongation de contrat où il y a des problèmes de clauses. Le Sporting voulait une clause de 100 millions, lui il voulait plus une clause de 60 millions. Après, il y a eu des départs très proches d'Arsenal. Il y a déjà 2 ans de ça, il était presque à Chelsea. Enfin voilà, il y a à chaque fois comme ça des petits problèmes de prolongation qui peuvent, je pense, jouer dans sa tête.
Et ça fait qu'il a, du coup, il a commencé la saison avec la B. Il a été rétrogradé, du coup, par Amouine. Est-ce que c'était à cause de ça? Peut-être, je sais pas. Sûrement. Du coup, il a commencé avec la B. Il a très mal commencé la saison, voilà, faut le dire. Il a été vraiment mauvais avec la B sur les 2 premiers matchs. Du coup, rétrogradé avec les U23. Du coup, bah, il a recommencé avec une saison U23. Encore une fois, c'est pas mauvais. C'est pas parce qu'il fait enfin une saison avec U23 que ça y est, on perd espoir. Mais il a aussi très mal commencé la saison avec les U23. Pareil, là, il faisait pas de différence. Lui qui était très bon dans le 1 contre 1, il a eu du mal à faire des différences à chaque match, c'était compliqué. Et ensuite, un peu comme Neymar, quand il n'arrive pas à faire des différences, il commence à s'énerver. Et ensuite, il joue tout seul. Des mauvais choix. Donc il était vraiment agaçant sur les 6 premiers mois. Mais là, depuis janvier, il a retrouvé son niveau, son vrai niveau. Voilà, il est excellent. Il progresse. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment un ailier qui colle la ligne et rien d'autre. On le voit là depuis plusieurs matchs que c'est devenu un ailier un ailier intérieur en quelque sorte. Voilà, il se concentre beaucoup plus sur le terrain. Il est capable aujourd'hui de combiner dans des petits espaces. Donc c'est bien. Il progresse de plus en plus. Il fait des efforts défensifs qu'il ne faisait pas forcément il y a quelques mois. Voilà, donc c'est très bien pour sa progression parce que il aurait pu bouder, et faire n'importe quoi au cours de la saison, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué pour un jeune joueur de faire la une des journaux, de jouer en équipe A et ensuite d'être rétrogradé carrément en U23. Il aurait pu tirer la gueule et rien faire d'autre, mais non, il a la bonne mentalité de devoir progresser, de faire les efforts défensifs, etc. Donc c'est à souligner. Et voilà, j'espère pour lui qu'il aura un petit peu de temps de jeu en A, parce que voilà, je pense que le Sporting sera champion. Ce serait bien que lui aussi obtienne ce palmarès-là. Pourquoi pas. Donc voilà, et au vu de ce qu'il fait depuis janvier, c'est peut-être mérité. Mais c'est bien pour sa progression. Et voilà, il faut qu'il continue à progresser parce que c'est un énorme talent. On est d'accord, Alex. On avait parlé en off il n'y a pas longtemps sur. Enfin, c'était pas une inquiétude pour moi, mais c'était le côté qu'un ailier aujourd'hui peut pas être juste un ailier, même s'il il préfère jouer à gauche en étant droitier, mais il peut plus n'être qu'un joueur de percussion. La preuve un peu avec Galeno aujourd'hui, qui est un joueur de percussion et qui montre depuis janvier plus grand chose en réalité, manque de variété. Donc ça me rassure, même si j'ai pas vu beaucoup de ces matchs, et notamment en phase de relégation. Enfin, c'est la deuxième phase du championnat U23. Excuse-nous, mais nous on regarde la phase de champion du côté de Braga, mais même dans un contexte compétitif un peu moindre, peut-être c'est même au contraire un contexte compétitif qui va lui permettre de tenter des choses, de s'améliorer sur ces points-là, et c'est notamment cette capacité à jouer dans des espaces plus réduits entre les lignes et à l'intérieur qui pour moi c'était un axe de progression qu'il devait absolument avoir. Il l'a assez tôt et c'est plutôt positif, même si ce n'est qu'en U23, mais voilà, et aussi il a quand même sur la dernière année connu entre guillemets le très haut pour son âge, la couverture des journaux, des premiers matchs avec le Sporting, des sélections avec les U21, il faut aussi en parler. C'était été un peu tôt de le mettre en U21 par Rui Georges, mais voilà, il y a eu cette prolongation de contrat qui a été pas mal de personnages qui tournent autour de son contrat et de lui, donc ça n'a pas forcément été facile à gérer, et donc je suis rassuré comme toi de le voir performer, même si ce n'est qu'en U23, de reperformer cette saison tout simplement avec le Sporting, avec une des équipes du Sporting, et donc voilà sur le point qu'on pouvait faire, je pense, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur lui, Alex, sur la saison de Joelson. Non, c'est bon, je pense qu'on a été complet. On a été complet sur l'ailier du Sporting. Est-ce que, comme tout à l'heure, est-ce que tu as un autre joueur à mettre en valeur? Je pense peut-être à André Gonçalves, notre ailier du Sporting, qu'on en parle un peu moins, un peu dans l'ombre de Joelson, dans cette génération 2003. Est-ce que c'est lui que tu vas mettre un peu en valeur dans cette génération du Sporting? Oui, j'avais 2 noms du coup, André Gonçalves, comme tu dis, on a souvent eu ces débats avec Mathieu sur le meilleur ailier du 23, parce que bon, évidemment le meilleur ailier c'est comment dire, c'est Joelson, et ensuite on avait quand même le pendant de Joelson dans la génération 17 qui était Rodrigo Gomes, et bon, pour Mathieu c'était Rodrigo Gomes, et pour moi c'était André Gonçalves. C'était vraiment un joueur que j'adore, qui a vraiment à peu près les mêmes caractéristiques de jeu que Joelson, c'est-à-dire très bon dans le 1 contre 1, vraiment excellent dans le 1 contre 1, c'est vraiment un super joueur. Malheureusement, il a eu une grosse blessure en début de saison, donc il n'a pas joué de la saison. J'espère vraiment qu'il va revenir à son niveau, parce que c'est vraiment un excellent joueur. S'il n'y aurait pas eu Gelson, ça aurait été lui le crack de cette génération. Et ensuite, il y a un joueur un peu sous-côté, je trouve, c'est Chico Lamba. Mathieu, je sais pas si tu. Oui, j'allais t'en parler. Ouais, Chico Lamba, voilà, génération 2003, il fait une excellente saison avec les U23. Donc génération 2003, pardon, mais qui fait une excellente saison avec les U23, qui a même joué en B cette saison.
vraiment un colosse, un défenseur hyper physique, mais aussi très bon balle au pied. Et je pense d'ailleurs que ce sera peut-être le prochain défenseur, sûrement le prochain défenseur à monter avec l'équipe de Ruben Amorim. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, il y a un autre joueur que je voulais mettre aussi en valeur en cette génération 2003 parce qu'il a été piqué au Sporting Club de Braga. C'est Flavio Nazinho parce qu'il a été aussi appelé par Ruben Amorim la semaine dernière pour le match à Sovidal. C'est un joueur qui est passé par le centre de formation de Braga il y a un petit moment déjà, qui est arrivé en U17 il me semble du côté du Sporting, qui était un ailier gauche quand il était à Braga en U15 et qui s'est un peu transformé dans cette un peu soit tu deviens très très bon au poste d'ailier gauche, soit tu commences un peu à descendre et passer à ce poste de défenseur gauche, soit latéral gauche. C'est vrai que c'est un gaucher à gauche et qui était, j'ai pas vu beaucoup de ces matchs en U15 à Braga parce que, comme je le répète souvent, les matchs sont pas loin d'être tous télévisés. Mais en U15, c'était de cette génération de 2003 de Braga. Si on fait notre podcast du côté de Braga, il y a aussi de très bons noms et lui en faisait partie. Il est parti au Sporting depuis, mais voilà, un arrière gauche puissant. Bonne qualité de centre, bonne qualité dans un contrat, voilà, un genre de côté qui a aussi, voilà, dans ce côté un peu moderne, va devoir un peu évoluer dans un espace peut-être un peu plus intérieur et être un peu plus varié. Mais pour ses 17 ans, je trouve que c'est pas mal et j'ai pas vu beaucoup de ces matchs cette saison, loin de là, je crois que j'ai peut-être pas vu un ou deux, mais sur les saisons dernières, je le trouve aussi intéressant au Sporting et le fait qu'il soit convoqué la semaine dernière, ça m'a fait plaisir pour lui et ça veut dire qu'il progresse, qu'il continue à progresser et c'est un joueur intéressant, pas loin d'être le crack générationnel qu'est Joelson, mais c'est pas aussi, on voulait pas parler que de ces joueurs-là dans ce podcast, mais aussi évoquer d'autres noms qui seront peut-être intéressants à suivre dans les années à venir. Alex, on va finir par les générations 2004 et 2005. Là, par contre, c'était génération, on va pas se le gâcher. Les 2004 devaient... Non, parce que voilà, les 2004 cette année, c'était les U17. C'est ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de championnat U17, donc difficile pour moi de les suivre parce que l'U15, je suis pas très U15, quoi, pas très U15. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire de cette génération 2004 qui était donc déjà, trouve-moi un joueur dans cette génération et surtout parler un peu de ce qui s'est passé un peu l'année dernière avec les U2003, la saison de 2007, la saison de l'année dernière en U17 des 2003-2004 parce que c'était combiné, elle n'a pas été top. Qu'est-ce qui s'est un peu passé et où en sont certains de ces joueurs qui, si je ne me trompe pas, ont été champions U15 ou peut-être que c'était je sais plus. C'est la génération 2005 qui est champion U15. C'est peut-être. C'est la génération Dario comme ça. Enfin, après. Si, ils ont peut-être été champions U15 aussi. Peut-être. Je vais chercher ça. Parle-moi d'un joueur de 2004 du côté du Sporting. Alors, au niveau de ce qui s'est passé, ça a été vraiment une saison très très compliquée pour cette génération combinée 2003-2004. Ils n'ont même pas passé la première phase de championnat. C'est vrai que c'est la génération 2004, c'est un peu la génération. C'est la génération où il y a le moins peut-être de talent individuellement parlant de ce club-là, parce que voilà, on a parlé de la génération 2002 qui est extraordinaire. La génération 2003-2004, c'est vraiment une génération où, voilà, on a parlé du coup de Gelson, de Chico Lamba, de Rodrigo González, mais voilà, t'en as que 3 vraiment qui sortent du lot, le reste c'est compliqué. La génération 2004, c'est pareil, voilà, il n'y a pas tant de joueurs que ça. Donc c'est pour ça que la deux générations combinées a vraiment fait une mauvaise saison la saison dernière. Et du coup, il y en a certains qui ont pu, comment dire, montrer des qualités et du coup être appelés cette année avec les U23, comme Diego Calai, qui est pour moi le meilleur joueur de cette génération 2004, un gardien qui est vraiment excellent, qui est brésilien, mais c'est vraiment un super gardien. Je pense que ce sera le gardien numéro 1 du Sporting dans quelques années. Il est vraiment très bon partout dans tous les domaines, sur sa ligne, dans les sorties aériennes, dans le jeu au pied. C'est vraiment un super gardien. Mais voilà, après, tu vois, tu as pas tant de joueurs que ça. Tu vois, tu as après en bon joueur, tu as Charmiti, qui est aussi du coup qui a fait sa première apparition avec les U23 cette saison. Un attaquant assez longiligne qui est assez rapide, un peu dans le même style que Raphaël Léon. C'est pas non plus un joueur, pour moi, il va progresser sûrement, mais pour l'instant, c'est pas non plus un joueur extraordinaire. Et ensuite, tu vois, comme ça en tête, tu as David Montero, voilà, l'arrière droit qui est un très bon joueur aussi. Mais après, c'est vrai que ça devient un peu plus compliqué d'aller chercher les bons joueurs de cette génération-là. Donc voilà, ça m'étonne pas en fait qu'ils ont fait vraiment une mauvaise saison parce que t'as pas beaucoup de
tant de joueurs que ça. Après, tu as des autres joueurs. Hein, on a vu là, dans les joueurs de portugais, tu as Isna Bamane, qui a fait sa première apparition, enfin, qui du coup qui s'est entraîné avec les pros hier, je crois. Isna Bamane qui a joué hier. Tu as d'autres joueurs comme Lucas Sanjoj, Diego Travassos, mais pour moi, c'est pas des super joueurs. Peut-être que ça va le devenir dans quelques années. Mais voilà, c'est une génération qui ensuite, génération 2003-2004 combinée, c'est pas la meilleure des générations du Sporting pour moi. Ouais, donc c'est les 2003-2004 en U17 l'année dernière qui ont pas passé la première phase, et pas passé la première phase, faut vraiment le faire, on va pas se le cacher. Parce que ça a joué la phase de maintien, quoi. Voilà, ça a joué la phase de maintien. C'est une poule où il n'y a même pas tous les clubs de Lisbonne. Hein. Il n'y avait pas Benfica dans leur poule du Sporting, donc c'est pas à cause de ça. Je crois qu'ils perdent devant Fatima et Estoril. Donc ça a été une mauvaise saison en combinant 2003-2004. Par contre, la génération de 2004-2005 de la saison d'avant a bien été championne. C'est celle de Charmiti et de Isna Bamane, Alex. Charmiti qui finit à 12 buts lors de la phase de champion. Donc le Sporting qui était. C'est là où il met ce magnifique but contre Porto, c'est ça? C'est ça, il me semble. Ouais, c'est vrai que là, les années se confondent, mais c'est bien ça. Et le Sporting qui a fini champion en U15 en 2018-2019, avec 25 points devant le FC Porto, 23 points. La génération de Joël Carvalho aussi, du côté du Porto, qui a marqué 7 buts cette saison-là. Donc voilà, donc 2004. Donc tu as élu Diego Calai côté du Sporting. Est-ce que c'est le gardien qui est en concurrence avec André Gomes du côté de Benfica, ou ça a été un autre? Non, du coup, c'est un Brésilien en fait. Du coup, il jouera pas pour nous, malheureusement. Ok. C'est pas Brésilien, c'est un Italien, excuse-moi. Ok. Non, c'était. Mais André Gomes du côté du Benfica, c'est en 2003. En 2004. Exactement. Non, c'est en 2004. C'est en 2004. Ok. Je confonds. Putain, il y a trop de joueurs. Ok, Alex, donc on a élu notre joueur du côté de 2004. On va finir par le 2005. Ça va être assez simple, mais je vais te laisser la parole, Alex. On en a parlé un peu hier, parce que ça, il a fait ses débuts. Oui, il a fait ses débuts en équipe première du Sporting. C'est le plus jeune joueur de l'histoire du Sporting à évoluer en équipe première, en première division portugaise. C'est aussi le plus jeune joueur, en tout cas depuis que c'est enregistré, c'est-à-dire plus de 70 ans. Je crois depuis que la Ligue existe, on ne sait pas avant, entre guillemets, mais en tout cas depuis que c'est vraiment enregistré, et depuis qu'on ne peut jouer qu'à partir de cette saison, c'est le plus jeune joueur de l'histoire du championnat portugais. Un petit mot, Alex, sur ce talent, en tout cas incroyable, champion, comme on l'a dit, en U15, en étant en U14 en 2019, et avec les 2004, qui a joué en U17 l'année dernière, et qui n'a jamais joué en U19, ni en U23, ni en équipe B. Par contre, il a déjà joué en équipe A, c'est Dario Essugo. Exactement. C'est Dario Essugo, exactement. C'est un joueur comme j'ai fait une petite mention spéciale pour lui hier soir. Est-ce que c'est étonnant? Oui, parce qu'il a 16 ans et 5 jours, et que forcément c'est toujours étonnant de voir un joueur apparaître comme ça en pro aussi jeune. Maintenant, quand tu regardes sa courbe de progression, pardon, et dans quelle catégorie d'âge il jouait déjà les saisons précédentes, c'est pas vraiment si étonnant que ça, en fait, parce qu'à 14 ans, il était déjà en U17, donc 3 échelons au-dessus de sa catégorie d'âge, et pas en U17 n'importe où, c'est en U17 au Sporting et U17 en sélection. Il était déjà appelé avec les U17 de la sélection à 14 ans. Donc vraiment, tu savais que le garçon, s'il n'y avait pas de blessure, s'il n'y avait pas de problème de contrat, si vraiment il y avait une progression encore qui était là, tu savais qu'il allait faire son apparition en pro très récemment. Maintenant, est-ce qu'on savait qu'il allait faire son apparition en pro au bout d'1 an? Non, parce que l'année dernière, il était encore en U15. Il jouait encore en U15 la saison dernière. Et c'est fou parce que c'est vrai, c'est vraiment précoce. Mais j'espère que ça va continuer comme ça. C'est un joueur qui est pétri de qualité. C'est un joueur intelligent déjà pour commencer. Parce que c'est beau, c'est beau d'être bon balle au pied, d'être fort physiquement, de faire des différences en jeune. Mais pour moi, en tout cas, si Mathieu pensera pareil que moi, la première chose que je regarde chez un jeune, c'est son intelligence de jeu, son QI foot. C'est-à-dire que comment il se place, comment il joue sous pression, quelle passe il va faire quand il est sous pression. Est-ce que voilà, c'est tout ça, c'est l'intelligence de jeu pour moi qui est la chose la plus importante chez un jeune. C'est parce qu'après son QI foot va se développer, mais surtout au fur et à mesure de ces années, ses qualités physiques vont se développer forcément. Ses qualités techniques, quand tu joues au Sporting, généralement tu as tes qualités techniques, mais voilà, le QI foot, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et si t'as pas de QI foot, pour moi, tu ne peux pas aller au haut niveau. Et Dario Zago, c'est ça, c'est un QI foot extraordinaire, et ensuite des qualités physiques hors normes, des qualités techniques, très bonne qualité technique. Donc à 16 ans, il est déjà à peu près complet. Maintenant, tout ça va progresser,
mais si ça progresse vraiment, vraiment bien avec la courbe de progression, qui doit être mise en place par lui et par aussi le Sporting, bah, ça va être un super joueur, un joueur, une référence à son poste. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Faut aussi le dire. Voilà, les contrats professionnels, ça commence à 16 ans. Il a signé son premier contrat professionnel le jour de ses 16 ans. Généralement, on attend une petite semaine. Enfin, on n'attend pas le jour exact de l'anniversaire. Donc c'est dire aussi. Donc là, faut en parler de la bonne gestion du Sporting sur son cas, qui a attendu même pas un jour pour le faire signer professionnel. Donc c'est symbole du talent qu'il est, du talent qu'il est considéré comme il est au Sporting. Donc voilà. Imagine, il aurait eu 15 ans. Imagine. Je pense que s'imagine, on aurait le droit de jouer à 15 ans au Portugal. Je sais pas. Après, ça dépend aussi de l'entraîneur. Ça dépend aussi de l'entraîneur. Mais pourquoi pas. Enfin, franchement, il a pas joué depuis un an en compétition déjà avant ce match de samedi dernier face à Guimarães. Donc c'est que le garçon s'est bien entretenu, s'entraîne très bien et n'avait même pas besoin d'être en compétition. Parce qu'il n'y a pas de verbe compétir en français, mais voilà, il n'y a pas besoin d'être en compétition. Et le garçon fait surtout que voilà, fait une entrée hyper correcte dans son placement face à Guimarães dans un match important du côté du Sporting en première division dans l'année la plus importante du Sporting pour être champion. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, après, je trouve que c'est plutôt bien d'avoir mis une limite à 16 ans. Voilà, je suis pas d'accord, c'est sur le côté des contrats professionnels qui durent que 3 ans, parce que ça contraint pas mal entre guillemets, de petits clubs. Ça a été un peu le même cas pour Braga pendant plusieurs années, là ça va mieux, mais un club encore comme Guimarães cette année a eu pas mal de difficultés à garder certains de ses joueurs qui sont partis depuis. On pense à Jean Rezende du côté de Benfica, Vasco Sousa du côté de Porto. Là, ils ont réussi à garder Herculano du côté de Guimarães. On en parlera peut-être d'ailleurs, mais donc ça a été difficile. Donc voilà, c'est peut-être en tout cas dans ce concept de contrat chez les jeunes, c'est la barre de 16 ans me semble bien. C'est plus la barre des 3 ans pour le premier contrat professionnel qui me semble handicapante pour certains petits clubs, de clubs un peu inférieurs qui ont parfois du mal à conserver leur talent. Et ces clubs-là, pour les faire progresser, faut les aider. Donc voilà, j'ai pris l'exemple de Guimarães, mais ça a été aussi le cas pour Braga pendant plusieurs saisons. Et ça arrive aussi encore même parfois chez les trois grands, parce que ces joueurs-là aussi portent, certains joueurs, même à 16 ans, ont un grand intérêt au niveau européen. Donc Alex, en 2005, je vais te demander un joueur encore, mais moi personnellement je les connais. À part Dario, j'en connaissais aucun. Si tu en as encore un à nous citer du côté des 2005 à suivre dans les années à venir. Alors, ouais, j'en ai quelques-uns parce que c'est, pour moi, après la génération 2002, c'est la meilleure génération du Sporting et du Portugal aussi parce qu'il y a vraiment des bons talents au Portugal, dans ton club aussi, Mathieu d'ailleurs, à Braga. Mais c'est vraiment une excellente génération encore en général pour le Portugal, mais surtout pour le Sporting. Du coup, j'ai quelques joueurs à en sortir. C'est Guilherme Santos qui vient de signer son contrat pro, son premier contrat pro là, hier. Hier, il vient de signer son premier contrat pro. C'était le capitaine de cette équipe. C'était un U15, donc voilà, c'est toujours compliqué d'imaginer une progression aussi jeune, mais vu qu'on en parle, c'est vraiment un super joueur, un tout petit joueur droitier, mais avec une vista incroyable, comme on n'en fait plus, voilà, un vrai numéro 10, qui est vraiment, je pense que s'il prend du gabarit, il va apprendre, ça va devenir vraiment un super joueur, parce qu'il a une qualité technique, il me fait penser un peu à Bernardo quand il jouait en U17, c'est vraiment à peu près le même style, tout petit, tout frêle, mais une qualité technique au-dessus de la moyenne. Donc voilà, c'était l'autre joueur à ressortir de cette génération. Tu as ensuite un Marlon Junior, un défenseur gaucher qui est vraiment aussi excellent, qui pareil, qui je pense ne va pas tarder à faire parler de lui. T'as Leonardo Barroso, que je trouve c'est un arrière droit qui est vraiment aussi très très complet, défensivement parlant, offensivement c'est vraiment un super joueur. Donc voilà, après t'en as d'autres, mais je vais pas tous les citer. Rodrigo Ribeiro qui est excellent. Voilà, donc en vrai t'as vraiment ces 4 joueurs qui complète cette génération 2015 2015 n'importe quoi, 2005 qui joue en U15 la saison dernière mais qui est vraiment très forte et qui fera parler d'eux à l'avenir. C'est dommage, voilà, c'est vraiment dommage que les championnats se soient arrêtés parce que du coup on n'a pas pu continuer à suivre leur progression. La saison dernière ce seront déjà des U15 des U17 pardon, parce qu'ils devaient jouer en U7 cette année, donc ce seront déjà des U17. Ce qui est bien aussi du coup, c'est que du coup ça sera plus facile pour nous de les suivre, mais voilà, j'espère vraiment que cet arrêt de quasiment un an et demi un an et demi, parce que du coup ils vont reprendre qu'en mai-juin, et ne va pas freiner leur progression parce que vraiment c'est une excellente génération 2005.
Bah, super Alex, la génération de 2015, c'est dans 10 ans si on est encore là. S'il te plaît, on n'est pas si vieux. Mais ouais, donc on a fini sur cette génération de 2005. On a élu Dario Esfugo, donc le plus grand talent de cette génération. On parlait aussi de 2015, tu as parlé des arrêts de la compétition. Il y a aussi l'arrêt du tournoi Lopez da Silva, qui est un tournoi, qui est le tournoi de référence au Portugal et qui n'a pas eu lieu l'année dernière, qui risque pas d'avoir lieu cette année non plus. Donc c'était aussi un tournoi. Pour 2006, du coup. C'était pour 2006, donc c'est un match, c'est un tournoi qui a aussi été arrêté et qui est important et dont on voulait parler parce que c'est généralement un rendez-vous côté formation au Portugal qui est généralement à ne absolument pas rater. En plus, c'est hyper important parce que du coup c'est des U14, mais ce tournoi permet en fait aux entraîneurs de la sélection portugaise U15, même U16, de faire leur premier tri en fait en quelque sorte. C'est-à-dire que ils vont voir ce tournoi et donc ce tournoi qui a eu lieu généralement en juin-juillet de la saison de la saison, et ensuite en septembre il y a la première convocation de U15 et généralement c'est les meilleurs joueurs du tournoi Lopez da Silva qui sont pris, et du coup là ça fait que on sait pas comment les sélectionneurs du pays vont convoquer leurs joueurs U15. Vu qu'il n'y a pas eu de tournoi, ça va être compliqué de faire cette sélection là, mais voilà, on va essayer de s'adapter, ils vont essayer de s'adapter et c'est dommage quoi. On est d'accord, Alex. On a voilà, une petite quarantaine de minutes sympathique pour terminer ce podcast, cette génération 2015 sur le tournoi Lopez da Silva. Voilà, cette passion commune pour la formation au Portugal. Petit récapitulatif, pardon. 2001, Gonçalo Inácio. 2002, Nuno Mendes. 2003, Joelson Fernandes. 2004, Diego Calai. Et 2005, Dario Esfugo du côté de Sporting. Pour tous les autres noms, vous réécoutez le podcast. Merci Alex d'avoir participé. Je peux juste mettre un petit mot ? Vas-y, bien sûr. Un joueur que j'ai complètement oublié, enfin que j'ai pas oublié, c'est parce que je l'ai vu jouer que 2 fois et du coup je voulais pas en parler parce que j'ai pas envie de parler d'un joueur que j'ai pas pu. Pour parler d'un joueur, pour moi, il faut que je le vois au moins 5-6 fois et si j'ai vu que 2 fois, c'est pour moi que je le connais pas, mais c'est un joueur vraiment qui m'a tapé dans l'œil, que j'ai vraiment aimé, c'est August Frobenius, un Norvégien. Franchement, je l'ai vu jouer que 2 fois, mais à chaque fois que je l'ai vu jouer, il est excellent. Je sais pas pourquoi, je suis en train de regarder sa fiche 0-0, je sais pas pourquoi il a autant de peu de matchs en U19 ou en U17, sûrement des blessures, mais c'est un joueur que j'ai trouvé excellent. Mathieu, je te conseille, je pense que tu vas kiffer des fous quand tu le regarderas jouer, mais voilà, je voulais juste en passer un petit mot parce que je l'ai vu jouer que 2 fois, mais à chaque fois ça a été 2 matchs, une masterclass défensivement parlant. Voilà, c'est noté, j'avoue que je ne le connaissais pas, donc c'est noté Alex. Donc la fin officielle du podcast c'est maintenant, donc voilà, n'hésitez pas à écouter, à mettre un petit pouce bleu sur YouTube, les 5 étoiles sur Apple Podcast, puisque voilà, toutes nos plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple, tous les réseaux sociaux, vous êtes au courant maintenant, Instagram, Twitter, Facebook et YouTube, la petite cloche, le pouce bleu, les abonnements, c'est important pour l'évolution du projet. Et nous Alex, on se dit, si vous écoutez dès aujourd'hui le podcast, on se dit à samedi prochain pour le live de la sélection, après le match de la sélection face à la Serbie, et on reviendra aussi sur le Portugal-Croatie d'aujourd'hui en U21. On fera un petit débrief de ce match samedi prochain. Donc voilà Alex, merci beaucoup. Et on se dit à samedi, à tous les auditeurs, à la prochaine. Ciao.